Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui est née, figurez-vous, au milieu d'une crise dans l'espace et qui est en train de complètement transformer les artères de notre économie. Je parle bien sûr des ports. On va faire un voyage d'Apollo 13 jusqu'aux ports les plus modernes pour comprendre ce qu'est le jumeau numérique. Tout a commencé là. Imaginez la scène. On est en plein programme Apollo. Loin, très loin dans l'espace, la mission Apollo 13 est en train de virer à la catastrophe. L'oxygène fuit, les systèmes lâchent les uns après les autres. Et sur Terre, c'est l'angoisse totale. La vie de l'équipage ne tient plus qu'à un fil. Et ce fil, il faut le tisser depuis le sol, à des centaines de milliers de kilomètres de distance. Alors, la solution de la NASA, c'était quoi? Eh bien, c'était d'utiliser une réplique, une copie physique exacte de la navette qui était restée sur Terre. Chaque idée, chaque manipulation, chaque procédure de sauvetage était d'abord testée sur ce jumeau. Ce n'est qu'après validation qu'ils envoyaient les instructions aux astronautes. Et voilà, c'était la naissance du concept de système miroir, une idée de génie née de l'urgence. Bon, ça c'était le jumeau physique. Mais aujourd'hui, on parle de jumeau numérique, quelque chose de bien plus puissant. Alors, comment on est passé de l'un à l'autre ? Le concept a fait pas mal de chemin. Ça a commencé avec l'urgence d'Apollo 13 en 70. Ensuite, il a fallu attendre 2002 pour que le terme jumeau numérique soit vraiment posé, plutôt pour l'industrie. Mais le vrai déclic, le vrai changement d'échelle, c'est qu'on a arrêté de penser à un seul produit pour penser à des systèmes immenses. Regardez la chronologie. En 2017, le Royaume-Uni se dit « et si on faisait un jumeau numérique pour tout le pays ?» Et juste après, des géants comme les ports de Rotterdam ou de Hambourg se lancent dans l'aventure. Là, on change de dimension. Ok, mais concrètement, c'est quoi un jumeau numérique ? Attention, ce n'est pas juste un joli modèle 3D. Non, non. La vraie révolution, le truc qui change tout, c'est la connexion. C'est un lien vivant, en temps réel. Le monde physique envoie constamment des données au jumeau numérique. Et en retour, le jumeau peut analyser, prédire et même influencer le monde physique. C'est un dialogue, une boucle qui ne s'arrête jamais. Pour que ça marche, pour que ce soit vraiment un outil intelligent, il y a 4 ingrédients essentiels. D'abord, il faut modéliser. On crée la copie virtuelle. Ensuite, on visualise. On donne vie à cette copie pour voir comment tout fonctionne. Puis vient l'interaction. C'est là que le virtuel peut agir sur le réel. Et enfin, l'ingrédient secret, la clé de voûte, la synchronisation. C'est cette mise à jour en temps réel qui fait que le jumeau n'est jamais obsolète, qu'il est toujours vivant. Alors, on peut se demander pourquoi prendre une technologie qui a été pensée pour un seul objet, comme une navette ou un moteur d'avion, et essayer de l'appliquer à un truc aussi gigantesque et chaotique qu'un port maritime. La réponse, elle est dans ce chiffre. 90%. C'est la part du commerce mondial qui passe par les ports. C'est juste énorme. Ça veut dire que si on arrive à améliorer même un tout petit peu leur efficacité, l'impact se ressent à l'échelle de la planète. Et pour bien comprendre à quel point c'est complexe, un port, ce diagramme est super. Un port, ce n'est pas juste des quais et de l'eau. C'est un système de systèmes. Il y a plusieurs couches. Tout en bas, on a l'infrastructure, le dur, les grues, les routes, les entrepôts. Au-dessus, il y a le trafic, c'est-à-dire les flux, les navires qui arrivent, les containers qui bougent. Et encore au-dessus, la couche transport, qui connecte le port à toute l'économie mondiale. Un jumeau numérique, pour être utile, doit être capable de gérer ces 3 niveaux en même temps. Le vrai casse-tête, c'est que toutes ces couches sont gérées par une multitude d'acteurs différents. Les compagnies maritimes, les terminaux, les transporteurs routiers, chacun a son propre système, ses propres infos et ne parle pas vraiment aux autres. Résultat, c'est un peu le chaos. Il n'y a pas d'échange de données fluide. Du coup, c'est super difficile de planifier, de prévoir quand un bateau va vraiment arriver. Tout le système est rempli d'incertitudes. Et c'est précisément là que le jumeau numérique entre en jeu. Il pourrait bien être le cerveau manquant pour orchestrer tout ça. Pour que ce cerveau numérique fonctionne, il doit faire 3 choses essentielles. D'abord, il doit voir, avoir une vision complète à 360 degrés de tout ce qui se passe dans le port en temps réel. Ensuite, il doit penser, c'est-à-dire utiliser toutes ces données pour prédire, optimiser et aider à prendre de meilleures décisions. Et finalement, il doit connecter. C'est peut-être le plus important, fournir un espace commun où tout le monde peut enfin travailler ensemble et se coordonner. En fait, pour se faire une bonne image, il faut penser au jeu de simulation de ville ultime, genre SimCity, mais en version ultra réaliste. Sauf que là, on ne construit pas une ville virtuelle. On modélise un vrai port avec de vraies données en temps réel. Et le plus fou, c'est qu'on peut tester des scénarios, voir l'impact d'une décision avant de la prendre dans la vraie vie. Ok, ça a l'air super en théorie, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie ? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'on va parler d'un test qui a eu lieu récemment et c'est assez bluffant. La question, c'est donc, est-ce que tout ça, c'est juste de la science-fiction, de la belle théorie sur papier ? La réponse est un grand non. C'est déjà en train de se passer. Et pas n'importe où, dans un des endroits les plus complexes de la planète. Regardez-moi ces chiffres, c'est vertigineux. La baie de Tokyo, c'est en moyenne 500 navires par jour.
Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que le détroit de Malacca qui est déjà un point chaud et c'est plus de 10 fois le trafic du canal de Panama. Bref, c'est l'un des endroits les plus embouteillés du monde maritime. Et c'est pourtant là, au milieu de ce trafic de folie, qu'en 2022, un porte-conteneurs, le Suzaku, a navigué sur 790 km de manière totalement autonome. Je répète, sans aucun équipage à bord pour le diriger. Comment ils ont fait ça ? Ce n'est pas juste le bateau qui est intelligent, c'est tout un système qui travaille ensemble. Il y a 3 piliers. D'abord, bien sûr, le navire autonome lui-même, bourré de technologie. Ensuite, et c'est crucial, un centre de soutien à terre, une équipe d'humains qui surveille tout à distance, la météo, le trafic, l'état du navire. Et pour que tout ça fonctionne, le 3e pilier, une liaison de données super stable entre le navire et la terre. En gros, le bateau est autonome, mais il n'est jamais seul. Et ça change complètement le métier de marin. Avant, la navigation traditionnelle, c'était simple, tout se passait à bord. L'équipage prenait toutes les décisions, seul en mer. Maintenant, avec la navigation assistée numériquement, on a un nouveau modèle. L'équipage, quand il y en a un, ou le navire autonome, est aidé par une équipe à terre qui gère une grosse partie de l'analyse et qui peut même prendre la main à distance en cas de pépin. Et ce n'est pas juste une expérience pour le fun. Comme le dit le président de Japan Marine Science, Koichi Akamine, le succès de ce test, c'est vraiment un pas de géant. Ce n'est pas juste la preuve qu'un bateau peut naviguer tout seul, c'est le début de l'intégration de ces technologies dans notre société, et ça pourrait bien redéfinir tout le transport maritime. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bénéfices de ces Smart Importives? Eh bien, les avantages sont nombreux, et ils répondent directement aux problèmes qu'on a évoqués. Des chaînes d'approvisionnement plus solides, qui peuvent anticiper les problèmes. Plus d'efficacité, donc moins de retard, et des coûts plus bas pour tout le monde. On gagne aussi en économie d'énergie, ce qui n'est pas rien pour l'environnement, et bien sûr en sécurité. Mais le vrai changement, le gain le plus important, c'est peut-être cette collaboration enfin possible entre tous les acteurs du port. On passe du chaos organisé à une intelligence collective. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Si on commence à créer des copies numériques parfaites de nos infrastructures les plus critiques, nos ports, nos villes, nos réseaux d'énergie, qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelles sont les choses qu'on ne pouvait tout simplement pas voir avant? C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle façon de comprendre notre monde.